Bonsoir, chers auditeurs et auditrices. Bienvenue à notre web radio du 12 mars 2025. Notre sujet ce soir, très d'actualité, puisque c'est la grande saison où les conseils d'administration sont en préparation de leur budget afin de le présenter à leur assemblée générale, puisque plusieurs syndicats de copropriété qui sont d'une année financière qui se termine le 31 décembre. Donc, ce soir, on va parler avec nos invités de ce sujet. Mon nom est Valérie Couture, je suis l'animatrice des web radios et ce soir, j'ai l'immense honneur d'être avec des gens très compétents dans l'industrie de la copropriété. Maître Yves Papineau, avocat émérite chez LJT, que tout le monde connaît. Bonsoir, Maître Papineau. Bonsoir, Madame Couture, vous allez bien? Très bien, vous? Ben oui. Super. On a aussi votre collègue qui nous accompagne, Maître Philippe Gagnon-Marin. Bonsoir, Maître Gagnon-Marin, vous allez bien? Bonsoir, Madame Couture, ça va très bien, vous? Merci, oui, très, très bien. Et une collègue et une amie, Maryse Goulet de Gestion Sentinelle, qui, Maryse, a plus de 30 ans d'expérience dans la gestion. Donc, Maryse, merci d'être avec nous et j'espère que tu vas bien toi aussi. Merci. Donc, oui, ça va très bien, merci. Puis, au plaisir d'être avec vous autres. Parfait, super. Donc, notre commanditaire de la soirée, un partenaire très reconnu dans l'industrie de la copropriété, Hydro Solutions. Hydro Solutions sont spécialisés dans les remplacements de masse de chauffe-eau. Quand je dis de masse, de groupe, mais tous les copropriétaires peuvent faire appel à Hydro Solutions pour leur chauffe-eau. Et maintenant, ils offrent des nouveaux services comme l'installation de condenseurs d'air climatisé, de thermopompes, etc. Et aussi dans la détection d'eau. Donc, vous pouvez les contacter et ils se feront un plaisir de vous conseiller pour votre syndicat de copropriété. Notre partenaire de la soirée, avec la présence de Lancini, qui est au technique, avec Gabriel, le RGCQ. Donc, on remercie le RGCQ et je spécifie toujours aux copropriétaires et aux syndicats de copropriété de s'abonner, devenir membre du regroupement des gestionnaires et copropriétaires du Québec pour pouvoir avoir accès à des formations intéressantes à des coûts très, très dérisoires. Et ça va vous aider à bien assurer la gestion de votre copropriété. Donc, pour débuter, je pense qu'on va lancer la balle à Maître Gagnon-Marin qui va nous faire un petit rappel sur les articles de loi les plus importants à tenir en compte lors de la préparation du budget annuel prévisionnel. Je vous laisse, Maître Gagnon-Marin, la parole pour la suite. Parfait, merci. Oui, pour commencer, un petit survol de certaines dispositions indispensables à connaître du Code civil du Québec. Premièrement, juste pour débuter, rappeler que le budget comporte trois postes principaux, donc le compte d'opération, le fonds de prévoyance et le fonds d'auto-assurance. On aura la chance de peut-être en parler un petit peu plus tout à l'heure. Mais d'abord, j'attire votre attention sur l'article 1064 du Code civil qui nous dit que, je pense que Gabriel va le partager, oui, c'est ça. On nous dit chacun des copropriétaires contribue aux charges communes en proportion de la valeur relative de sa fraction. Donc, juste ce bout de phrase-là est important puisque c'est important de se rappeler que le budget est établi selon les quotes-parts de chacune. Les valeurs relatives, ça équivaut aux quotes-parts qui sont prévues dans la déclaration de copropriété. Donc, important à se rappeler, on ne divise pas le budget par nombre de copropriétaires ou autrement, c'est vraiment selon les quotes-parts, on paye le pourcentage du budget lié à notre quote-part. Ensuite, si on continue l'article, on dit toutefois les copropriétaires qui ont l'usage de parties communes à usage restreint contribuent seuls aux charges liées à l'entretien et aux réparations courantes de ces parties. Donc, si, en fait, ça sera probablement le cas, mais si vous avez des parties communes à usage restreint dans votre immeuble, tous les frais qui sont liés à la réparation courante, donc évidemment, ça exclut les réparations majeures, réparation courante égale réparation mineure, et l'entretien de ces parties communes-là ne seront pas budgétés dans le budget général, mais ils devront être assumés par les copropriétaires qui utilisent ces parties-là. Pour ce qui est des charges de remplacement et réparation majeure de ces parties communes à usage restreint-là, il faut se fier à la déclaration de copropriété.
Parce que si on lit le deuxième alinéa de l'article, on dit que la déclaration de copropriété peut prévoir une répartition différente de la contribution des copropriétaires aux charges relatives aux réparations majeures et aux parties communes à usage restreint au remplacement de ces parties. Bref, ce que ça veut dire, c'est que si la déclaration de copropriété ne prévoit rien de spécifique à ces charges de réparation majeure et de remplacement des parties communes à usage restreint, c'est la règle générale qui s'applique, de sorte que tous les copropriétaires contribuent selon leur code-part. Par contre, on peut le prévoir à la déclaration de copropriété, puis c'est légal en vertu de ce deuxième alinéa-là, de dire que chaque copropriétaire qui va avoir des parties communes à usage restreint contribue seul au coût de réparation majeure et au remplacement de ces parties communes-là. Par exemple, ça peut être des balcons. Donc, on peut dire tous les copropriétaires qui ont l'usage exclusif d'un balcon vont contribuer seuls à tous les coûts, que ce soit entretien, réparation courante, réparation majeure ou remplacement. Ben, on peut le prévoir en déclaration. Donc, c'est important de tenir compte de cette répartition-là quand on établit le budget. Maître Gagnon-Marin, je m'excuse de vous interrompre parce que c'est très important. Lorsque vous faites référence au 1064, ça veut dire que dans le budget, par exemple, on va donner l'exemple d'une petite terrasse. On a 3 copropriétaires qui ont une petite terrasse, puis le syndicat fait un entretien durant l'année. Elle n'a pas été budgétée, mais il y a des factures à l'appui. Il va répartir la facture à ces 3 copropriétaires-là qui ont une petite terrasse à eux et ils ne peuvent pas refuser de payer à eux seulement ce montant-là. Exact. C'est sûr. Là, on a parlé d'un petit entretien. Là. Donc, si c'est le cas, effectivement, ils vont devoir payer, puis ils ne pourront pas, peu importe ce que dit la déclaration, là, c'est le premier alinéa qui s'applique. Par contre, si on était dans la situation où il faudrait complètement démolir puis refaire la terrasse au complet, ben c'est là qu'on doit aller vérifier la déclaration de copropriété. Puis si elle ne prévoit pas que ces copropriétaires-là contribuent seuls au coût de remplacement, réparation majeure, ben c'est tout le monde qui va payer selon les codes part. Et si ça prévoit évidemment que c'est eux qui payent, ben la facture pourra leur être refilée. Merci beaucoup. Je pense que ça, c'est plus méconnu pour plusieurs, puis qu'on commence à voir plus maintenant. Là. Mais merci d'avoir spécifié ça. Je suis sûre que ça a intéressé plusieurs de nos auditeurs et auditrices. Exact. C'est quand même, vous avez raison quand vous dites que c'est méconnu. Là, c'est des questions qui reviennent souvent, puis les gens ne comprennent pas pourquoi ils doivent payer pour, par exemple, refaire une terrasse qui est seulement à l'usage exclusif d'un copropriétaire. Mais ce qu'on leur dit, ben, votre déclaration ne le prévoit pas. Si vous voulez, on peut vous aider à la modifier pour le prévoir pour le futur. Ça peut être une bonne idée si c'est ce que le syndicat veut. Parfait. Je vous laisse poursuivre pour la suite. Parfait. Ça, c'était pour l'article 1064. On peut aller à l'article 1072. Donc, cet article-là, ça concerne vraiment l'adoption du budget. Donc, on nous dit annuellement, le conseil d'administration fixe, après consultation de l'Assemblée des copropriétaires, je vais y revenir là-dessus, la contribution de ceux-ci aux charges communes après avoir déterminé les sommes nécessaires pour faire face aux charges découlant de la copropriété et de l'exploitation de l'immeuble, ainsi que les sommes à verser au fonds de prévoyance et au fonds d'auto-assurance. Donc, qu'est-ce qu'on doit retenir ici? C'est vraiment le conseil d'administration qui adopte le budget, ce n'est pas l'Assemblée. Souvent, c'est une règle qui est méconnue. Les gens pensent que c'est l'Assemblée qui doit se prononcer sur le budget. Non, c'est le conseil d'administration. Par contre, le conseil a quand même l'obligation de consulter l'Assemblée. Donc, ça ne veut pas dire obtenir son approbation sur le budget, mais ça veut dire lui présenter, obtenir leurs commentaires, répondre à leurs questions. Ça peut être fait aussi au moyen d'un vote consultatif qu'on recommande en pratique, qui est un vote qui ne lie pas le conseil d'administration, mais qui va quand même servir à donner une idée de si les gens sont en faveur ou pas du budget, puisque après l'Assemblée, le conseil doit adopter le budget.
Puis, il n'est pas obligé d'adopter le budget qui a été présenté à l'Assemblée des copropriétaires. Il peut le modifier selon ce que les commentaires, les interventions des copropriétaires. Donc, ça peut être évidemment tenu en compte dans l'adoption du budget, mais on rappelle que c'est vraiment le conseil qui a le dernier mot. Oui, je ne sais pas s'il y avait des interventions là-dessus. Non. Si vous me permettez, Mme Couture, c'est important de comprendre que pour qu'un budget soit adopté, il y a 5 étapes. Et on le voit dans l'article 1072. Premièrement, le conseil qui est compétent au moment de l'Assemblée, c'est lui qui envoie un avis de convocation. Il prépare un projet de budget, il l'envoie au copropriétaire, deuxième étape. Troisième étape, il consulte l'Assemblée. Quatrième étape, le conseil qui pourrait être nouveau à ce moment-là parce qu'il pourrait y avoir une élection au cours de l'Assemblée. Le conseil élu ou le conseil qui aura la juridiction à ce moment-là doit adopter une résolution pour adopter le nouveau budget. Et par la suite, comme on voit au dernier paragraphe de l'article 1072, il doit envoyer un avis. Alors, ça, c'est dans le meilleur des mondes, là, puis le plus légalement possible, il y a ces 5 étapes-là à respecter, sinon, c'est pas valide. C'est important parce qu'il y a beaucoup de syndicats qui disent aux copropriétaires, venez à l'Assemblée et amenez votre carnet de chèques. Ben, regarde, tu ne peux pas amener ton carnet de chèques parce que tant que l'Assemblée n'est pas terminée, le conseil d'administration ne peut pas adopter le budget, donc ne peut pas te donner un avis et te dire combien ça va être. Alors, c'est important de bien respecter ça si on veut poursuivre un copropriétaire en défaut ou publier un avis d'hypothèque légale. Soit Maître Papineau, Maître Gagnon-Marin, on a bien spécifié que le budget est présenté pour consultation, mais qu'arrive-t-il si le conseil d'administration veut le modifier? Quel est l'espace qu'il a? Qu'est-ce qu'on entend d'une modification raisonnable ou une modification où on devrait peut-être se représenter en assemblée? On comprend, est-ce qu'on a tellement augmenté des affaires que on conseille à nos administrateurs de refaire une assemblée parce que le budget ne tient pas la route qu'on a présenté? Ben écoutez, si on a présenté un budget de 100 000 et qu'au bout de la consultation, puis des discussions, on veut le monter à 105, c'est pas un problème. Mais si on veut partir d'un budget projeté de 100 000, le diminuer à 50 ou le monter à 150, là, il faut absolument reconvoquer parce qu'il faut consultation sur le budget qui va être à peu près adopté. C'est sûr que ça peut changer, mais il ne faut pas qu'on dénature le montant, là. Parfait. Merci, Maître Papineau. Maître Gagnon-Marin, je vous laisse continuer dans les étapes, mais vous avez dit, je vais revenir là-dessus, sur la consultation. Est-ce que... ouais, non, c'est ça, je suis revenu, là, c'est quand je lisais l'article, c'est pas ce qui est au début de l'article, mais c'est ça, je pense qu'on a fait le tour sur la consultation. Ben, j'aimerais peut-être juste, je m'excuse, à titre de gestionnaire, oui, quand on présente le budget, c'est vraiment important que même si on fait un vote consultatif, de le redire à la suite que même si c'était consultatif, puis que les gens, mettons, ont refusé le budget, puis qu'après ça, on arrive avec nos avis de cotisation, puis on fait le budget en conséquence parce que le conseil l'a adopté. Là, les gens vont dire, ben, on a voté contre, mais non, c'est vraiment hyper important là, de le réexpliquer 2 fois quand on le présente parce qu'un résultat de vote qui ne va pas nécessairement avec qu'est-ce qui va être décidé, ça peut vraiment amener des questionnements. Tout à fait. Tout à fait. Ce qui est important, Mme Couture, dans ce qui vient d'être dit, c'est que le conseil, lui, n'est pas là pour faire plaisir aux copropriétaires. Il n'est pas là pour pleurer avec eux autres parce que ça coûte trop cher. Il est là pour gérer un syndicat et gérer un immeuble. Et il a l'obligation de gérer et d'assurer la pérennité de l'immeuble.
Alors, oui, il peut décider qu'on fera le toit en 2 parties, un peu cette année, un peu l'an prochain, mais il ne peut pas dire on va le laisser couler parce qu'on n'a pas d'argent pour le faire. Il a l'obligation d'adopter un budget qui va permettre d'assurer la sécurité, la santé et la pérennité. Merci. Merci de cette précision, Maître Papineau. Maître Gagnon-Marin. Oui. Sautons à l'article 1072.1, qui est un peu dans la même veine, mais qui concerne les contributions spéciales aux charges communes. Donc, c'est important de se rappeler que toute contribution spéciale aux charges communes répond aux mêmes impératifs, aux mêmes critères et exigences que le budget, de sorte que, avant d'être adopté, premièrement, de sorte que ce n'est pas l'Assemblée qui décide, mais c'est le Conseil. Puis, avant de pouvoir l'adopter, on doit consulter l'Assemblée de la même façon que pour le budget, là, comme on a discuté. Donc, si jamais il arrive des choses dans un syndicat qui font en sorte qu'on doit lever de l'argent, lever une contribution spéciale, ça peut être par exemple parce qu'il y a des travaux qui sont imprévus, il y a un sinistre, il y a un litige, peu importe, là, quelque chose qui fait en sorte qu'il y a une grosse dépense puis qu'on n'a pas nécessairement les sommes au compte ou qu'on veut, on veut pas prendre l'argent qui est dans le compte nécessairement, puis le conseil veut lever une contribution spéciale, ben, il devra convoquer une assemblée extraordinaire, ou ça peut être à l'assemblée annuelle si elle arrive bientôt. Mais bref, il devra avoir une assemblée pour consulter les copropriétaires sur la contribution spéciale. Encore une fois, même chose que tout à l'heure, on les écoute, on prend leurs questions, leurs commentaires, on peut faire un vote consultatif, mais ça doit être clair que ce n'est pas eux qui ont le dernier mot, mais que c'est les administrateurs. Super, merci. On a déjà une question. Pourquoi alors on vote pour le budget présenté à l'Assemblée? Est-ce que le vote est obligatoire? Je pense que pour Mme Claire, Maître Gagnon-Marin l'a bien expliqué. Donc, on fait un vote consultatif, mais c'est quand même la responsabilité du conseil d'administration de l'entériner. La raison, Valérie, si vous me permettez. Absolument. La question du vote, pourquoi on a introduit ça alors qu'on n'en a pas besoin, ce n'est pas obligatoire, c'est qu'on s'est dit à un moment donné, c'est la meilleure façon d'indiquer dans le procès-verbal qu'on a consulté l'Assemblée. Oui. Si on dit 85% sont d'accord sur le budget, ben c'est parce qu'on l'a consulté. Puis si 40% est d'accord, c'est parce qu'on l'a consulté aussi. Mais le vote ne va pas lier le conseil, comme Philippe a déjà dit. Donc, le vote, le conseil d'administration qui a été élu pourrait maintenir un budget, même si 20% sont d'accord avec leur budget, parce que c'est ce que la copropriété a besoin. Exactement. On a une autre question. Donc, Mme Mire, donc, on ne peut pas demander aux copropriétaires de payer des frais de condo pour la prochaine année en avance. Maître Papineau, c'est vous qui avez parlé de ça tantôt. Et on doit recevoir en tant que copropriétaire une résolution du budget. Donc, Maître Papineau, voulez-vous répondre pendant que je vous ai là? Alors, il y a deux choses. Là, oui. Payer en avance, ce n'est pas exact. Le conseil peut décider que les frais de copropriété sont payables un versement le premier mois suivant l'Assemblée, ou peut décider, et c'est aussi prévu à la déclaration de copropriété, que ça peut être payé en 12 versements ou en 10 ou en 6. Okay? Ça, c'est ce qui est généralement prévu et les déclarations et le code prévoient, code civil, que si un copropriétaire est en défaut, il perd ce qu'on appelle le bénéfice du terme si c'est étalé sur 12 mois et on pourra lui exiger de payer la totalité de son défaut. Alors, ça, c'est pour savoir si on peut le demander en avance. Le deuxième point, Mme Couture, était... Recevoir en tant que copropriétaire une résolution du budget. Alors, c'est ce que je disais tantôt. Il y a 5 étapes. La 4e étape, c'est que le conseil, suite à l'Assemblée des copropriétaires, se réunit, adopte une résolution quant au budget
et donne un avis, c'était le dernier paragraphe, comme j'ai mentionné tantôt, donne un avis à tout le monde. Nous avons tenu une réunion du conseil, nous avons adopté le budget, voici ce qu'il en est et voici combien vous devez payer. Puis on peut partager une résolution aussi avec comme la loi le prescrit dans les 30 jours, puis il faut envoyer l'avis de cotisation aussi. Je pense que Mme Mire disait tantôt, Maître Papineau, c'est que vous avez dit qu'on ne dit pas aux copropriétaires d'arriver avec leur carnet de chèques parce que, Mme Mire, il y a des syndicats qui disaient en même temps que l'avis de cotisation, préparez vos 12 chèques, mais ils n'ont pas consulté, puis ils ne sont pas sûrs d'être élus pour ce budget-là. Donc, on ne dit pas que les gens ne doivent pas payer, comme Maître Papineau vous a expliqué, mais on dit il faut qu'il soit présenté avant qu'on vous demande de payer. Ben, c'est parce que, comme vous venez de dire, je me souviens d'un exemple très simple. Une année, le conseil avait mal compris la TPS, TVQ, les changements. Alors, lors de la consultation, il y a un copropriétaire qui a dit, écoute, c'est pas X%, c'est Y%. Alors, tous les chiffres qui étaient mentionnés n'étaient pas bons. Alors, ceux qui sont arrivés avec une série de chèques post-datés, ben, il manquait 1% parce que c'était pas bon. Alors, c'est gentil de faire ça, mais la loi prévoit 5 étapes et il faut les respecter. Merci, Maître Papineau. Maître Gagnon-Marin, je vous laisse poursuivre. On prendra d'autres questions un peu plus tard. Parfait. Je me demandais, avant de passer au fonds de prévoyance, fonds d'auto-assurance, je ne sais pas si on voulait discuter peut-être un peu plus du contenu, du budget sur le terrain, comme on dit. Oui, absolument. Puis je passerai la parole à Maryse là-dessus pour débuter, si vous acceptez, Maître Gagnon-Marin. Bien sûr. Maryse, alors, ma chère Maryse, qu'est-ce qu'on peut conseiller à nos syndicats de copropriété qui nous écoutent parce que c'est à eux qui revient ce travail-là. Les copropriétaires auront cette présentation-là en assemblée, mais comment tu suggères de procéder pour l'élaboration du budget prévisionnel? Donc, tout d'abord, il faut avoir en main tout ce qu'on a besoin, nos contrats, avoir sous la main tous les contrats que le syndicat est lié. On commence toujours par établir les dépenses. Et comme on discutait, bien, malheureusement, en copropriété, on a comme 80% de dépenses qui sont déjà, qu'on n'a comme pas le choix. Donc, notre police d'assurance, les contrats en vigueur pour notre ventilation, les ascenseurs, le déneigement, le gazon, tout ce qui est obligatoire pour entretenir un immeuble. Donc, on y va pour évaluer nos contrats, avoir les montants de nos contrats. C'est certain qu'on doit aussi aller voir dans notre étude de fonds de prévoyance quelle est la contribution qui est exigible selon le rapport. Et puis, il faut vérifier par la suite notre fonds d'assurance à savoir si on doit cotiser ou pas. Malheureusement, on n'a pas beaucoup de jeux. Un des conseils à faire, c'est toujours d'évaluer si nos contrats, c'est le meilleur contrat possible qu'on a. Donc, il y a peut-être une négociation de contrat sur certains postes, mais c'est important de faire le tour de tous nos contrats pour pouvoir établir nos dépenses. Et puis, il ne faut pas partir dans l'optique que moi, je veux 2% d'augmentation. Il faut vraiment établir toutes nos dépenses, puis après, on arrive à établir quel revenu on a besoin pour que notre syndicat soit bien tenu. Donc, il faut aussi, il y a certaines dépenses on a tendance à oublier, une certaine réserve pour les imprévus. Absolument, absolument. Dépendamment de la grosseur du syndicat, il y a quand même des montants qui sont importants là, à évaluer là-dessus. Et peut-être faire un lien avec Maître Gagnon-Marin et Maître Papineau, bien, la question des honoraires, des frais légaux, à savoir est-ce qu'on a des situations particulières qui nous obligeraient à mettre des montants au budget pour établir ces frais-là. Donc, une fois qu'on a toutes nos dépenses, on va voir quels seraient nos revenus, nos augmentations. Puis là, malheureusement, dans ces temps-ci, avec toutes les nouvelles obligations qu'on a pour la maintenance puis le fonds de prévoyance, c'est rare qu'on a en tout cas, on n'a pas de diminution. En tout cas, moi, dans les miens, c'est assez rare. Donc, il n'y a rien vraiment qui diminue. Puis sinon, bien, il faut vivre, puis il faut être capable d'expliquer aux copropriétaires qu'on n'a pas le choix d'arriver là. Puis c'est pas parce que on veut absolument augmenter, c'est que c'est l'obligation.
C'est ça, c'est ça. Puis, Maryse, qu'est-ce que tu suggères? Parce que, bon, il va y avoir des budgets où est-ce qu'on a tout ce que tu viens d'énumérer dans notre annuel, mais si jamais il y a des projets spéciaux, donc, on parle de projets spéciaux, dépendamment naturellement de la grandeur d'état de ce financement-là à faire, mais il peut y avoir dans un budget annuel déjà une contribution qui pourrait être peut-être appelée, qui pourrait être refacturée en contribution spéciale. Qu'est-ce que tu suggères? Même si on est un petit syndicat, il faut comprendre qu'un petit syndicat de 6 ou 8 ou 10 unités, ben, les frais sont dispendieux pour tout, pas juste dans les gros syndicats. Mais peux-tu donner quelques petits trucs, genre s'ils ont des travaux, je ne sais pas moi, de 15 000 à faire, puis là, ben, est-ce qu'on est obligé de mettre ça dans les charges mensuelles? Est-ce qu'on peut l'organiser autrement? Donc, c'est certain que ben, c'est de voir aussi un peu à long terme. Là, si on a comme 4-5 années qu'on sait qu'on a des travaux, ben, on peut les étaler. Puis ces projets spéciaux-là, il va en avoir un à chaque année, mais au moins on va finir par passer à travers. Puis oui, c'est une cotisation spéciale. Puis les gens, à chaque fois, ils n'aiment pas entendre ce mot-là, mais sinon, ce serait dans les charges communes. Mais comme c'est spécial, c'est pas à chaque année. Donc, en principe, on les met en cotisation spéciale. On regarde si c'est des travaux du fonds de prévoyance, mais souvent, il y a de l'entretien quand même important qui n'est pas une dépense du fonds de prévoyance. Donc, c'est moi, en tout cas, la façon dont on voit ça, c'est on essaye de voir sur un horizon de 5 ans, est-ce que j'en ai quelques-uns, puis on les étale comme sur les années, ou même des plus gros projets, on peut les étaler sur 2 années budgétaires pour laisser un peu de répit là, aux copropriétaires. Puis aussi, on peut effectivement, comme tu dis, l'étaler, puis c'est peut-être de commencer à le financer un petit peu d'avance. On sait, comme là, on est en 2025, puis on sait qu'en printemps 2026, on va faire des réparations de maçonnerie sur un de nos murs de l'immeuble. Bien, peut-être que si les gens, au lieu de mettre 20 000 l'année prochaine, peuvent mettre 10 et 10, fait comme ça permet d'accumuler les sommes pour prévoir. Oui. OK, super. Je vais laisser Maître Gagnon-Marin continuer parce que je me permettrais de vous amener sur quelque chose que vous nous avez partagé qui est assez chaud. Maryse a parlé de frais légaux. Bon, souvent, on n'en budgète pas quand ça va bien. Fait les syndicats, à part les plus grands, mais souvent, les syndicats n'en mettent pas quand ça va super bien. Et il peut arriver des situations ponctuelles, il peut arriver des situations qu'on a peut-être vu venir parce que ça a commencé tranquillement, mais j'aimerais ça que vous nous parliez d'un jugement que vous nous avez partagé, je pense qu'il est très chaud aujourd'hui. Oui, en effet, c'est un jugement qu'on a reçu aujourd'hui même, là. Puis, bon, très brièvement, c'était un syndicat qui était au prix avec une dame qui ne respectait pas la déclaration de copropriété pour de multiples raisons, mais la principale étant qu'elle ne laissait pas l'accès à son unité pour les inspections d'incendie. Il y a eu une injonction qui était rendue contre elle en 2019. Elle a contrevenu à l'injonction. Bref, on demandait la vente forcée de son unité ou à défaut de rendre d'autres injonctions un peu plus complètes et de la condamner aux frais d'avocat, aux frais de gestion, puis à certaines charges communes qui étaient impayées. Puis la Cour a rendu un jugement assez sévère envers cette dame-là. Puis elle l'a condamné notamment au remboursement de tous nos honoraires, là, qui étaient environ de 60 000 parce que, entre autres, le syndicat avait adopté une clause qui permettait d'obtenir le remboursement des honoraires lorsqu'on devait entreprendre des procédures contre un copropriétaire qui ne respectait pas la déclaration. Donc, on le dit souvent, mais ce type de clause-là, c'est important. Puis, ça peut paraître cher quand on va voir un notaire qui nous dit ça va coûter tant pour modifier la déclaration de copropriété pour faire adopter cette clause-là, puisque ça doit être notarié, publié au registre foncier. Mais quand on voit des jugements comme ça, puis ce n'est pas le seul qu'on a obtenu, là, on en a eu d'autres aussi, c'est vraiment un investissement plutôt qu'une dépense, là, parce que ça va peut-être coûter quelques milliers de dollars faire notarier cette modification-là. Mais ensuite, quand on récupère le 60 000 qu'on a dépensé, ben,
c'est sûr qu'on est content. Puis aussi, on peut retenir de ça qu'il ne faut pas nécessairement être frileux de budgéter des frais d'avocat puis de retenir les services d'un avocat quand c'est nécessaire, puisque en raison de ces clauses-là, on peut aller les chercher, les honoraires, puis les récupérer, soit en totalité, soit en partie. Donc, c'est quand même quelque chose à considérer. Merci beaucoup. Naturellement, ce jugement-là va circuler, on l'a vu dans le condo légal, sur sûrement les médias sociaux de LJT, tout ça, mais c'est intéressant et je pense que même si on est, je le répète, même si on est un petit syndicat, il faut se munir parce que, Maître Gagnon-Marin, je veux juste spécifier que le jugement dont vous nous parlez, qui représente à peu près 120 000 aujourd'hui de frais avec que les madame, intérêts légaux, tout ça, c'est ça, on est à 121 000 et quelques. Là. qu'elle devra payer. Exact. Donc, et on parle d'un syndicat de moins de 20 unités. Oui, de mémoire, c'est ça, c'était à peu près 19 unités. Donc, l'exemple est très clair. Ça veut dire que ayez en main les règlements pour vous aider à votre bonne gestion et ça peut. On espère que vous n'auriez jamais besoin, mais si ça a lieu, comme Maître Gagnon-Marin l'a dit, bien, au moins vous aurez les moyens de les récupérer certaines sommes. Pendant que je vous ai, Maître Gagnon-Marin, Madame Gagnon qui dit, est-ce que les étapes, on parle des étapes du budget de Maître Papineau tantôt, peuvent être faites par courriel? La présentation du budget, tout ça. Non. Il faut qu'il y ait une assemblée de copropriétaires, qu'elle soit en personne, hybride ou virtuelle, mais il faut une assemblée. On ne peut pas juste envoyer un courriel. Parfait. Merci. Elle peut se tenir virtuellement, cette assemblée-là, cependant, mais il faut qu'il y ait une rencontre prévue. Oui. Super. On a une autre question à propos du 1064 du Code civil du Québec. Si on commence aujourd'hui à fixer les charges communes selon les codes-parts, que fait-on si des copropriétaires demandent qu'on fasse la même chose avec les cotisations et les charges communes passées? Jusqu'où devrions-nous reculer dans le temps? Ce que je comprends, c'est qu'on ne respectait pas la répartition. Maître Papineau? La loi, c'est 3 ans. Il y a une prescription sur les sommes dues après 3 ans si on n'a pas institué un recours judiciaire. Donc, on ne peut pas reculer plus que 3 ans. Donc, on suggère tout de même de se mettre à jour dès qu'on s'en rend compte parce que le syndicat doit fonctionner de façon légale. Exactement. Parfait. Alors, on a une autre petite question, Madame May. Pour les cotisations spéciales, cette façon de faire ne fait pas partie d'une façon de budgéter des travaux. Si on ne budgète pas une amélioration aux parties communes, mais qu'on décide d'une cotisation spéciale, est-ce que c'est OK? Je ne sais pas si la question est claire, là, je vais vous la relire. Pour les cotisations spéciales, cette façon de faire ne fait pas partie d'une façon de budgéter des travaux. Si on ne budgète pas une amélioration partie commune, mais qu'on décide d'une cotisation spéciale, c'est OK, Maître Papineau? Regardez, qu'on le fasse par une contribution, on dit maintenant contribution, depuis 2020, ils ont modifié le code. Alors, qu'on le fasse par une contribution au budget ou une contribution spéciale, c'est pas important. Et il n'y a pas de disposition dans la loi qui dit que tels travaux doivent être payés par une contribution spéciale ou une contribution régulière. Généralement, quand on fait une contribution spéciale, c'est parce qu'on a oublié de cotiser avant ou c'est parce qu'on a un imprévu. Mais le but d'avoir une étude de fonds de prévoyance, c'est d'avoir une bonne gérance, c'est de prévoir, comme disait Mme Goulet, au moins 5 ans d'avance. Alors, ça évite les contributions spéciales. Merci, Maître Papineau. Je reviendrai sur Maryse. On a parlé d'une contingence, c'est très important parce que avoir un montant qui peut servir à pallier une dépense qu'on avait sous-alimentée dans notre présentation, dans notre budget prévisionnel. Comment on établit cette contingence-là, Maryse, s'il te plaît? Il y a une question dans les questions ce soir. Bien, moi, je dirais que
ça a rapport avec la grosseur du syndicat, puis le montant du budget. C'est sûr que si on est dans un budget d'1 million puis qu'on met 5 000 en contingence, c'est pas assez. Mais dans un budget peut-être de 250 000, si on a un 5 à 10 000, ça peut quand même nous dépanner. Puis, qu'est-ce qui est important aussi, c'est certain que les syndicats de copropriété ne sont pas là pour faire de l'argent et des surplus, mais il faut quand même garder un certain surplus comme fonds de roulement. Parce que ça ne fait pas partie du budget, mais ça fait partie des surplus des années précédentes. Mais de garder un minimum, là, encore là, ça dépend toujours de la grosseur du syndicat. Mais si on a un syndicat d'une centaine de copropriétés, eh bien, 25 000, 30 000 de surplus dans les coffres à garder, c'est juste un fonds de roulement qui serait normal là, parce que le syndicat peut faire face à des gens qui ne payent pas leurs contributions. Donc, si les gens ne payent pas leurs contributions, bien, nous, on doit quand même payer les dépenses. Donc, on va être mal pris pour payer les dépenses. Donc, c'est quand même deux choses à considérer, là, la réserve pour imprévu, puis un petit fonds de roulement là, adapté à la grosseur de notre syndicat. Fait que je pense que tu viens de répondre à Monsieur Lepage qui disait est-ce permis de calculer des contingences en pourcentage? C'est absolument oui. Comme Maryse l'a dit, en fonction de votre budget, voyez un montant. Et d'avoir, ça, c'est un très bon point que tu as amené parce que il faut garder de l'argent dans le fonds de roulement, sinon vous êtes. Ça peut être juste, c'est prévu, mais c'est devancer la dépense. On est mal pris, puis là, les mensualités ne sont pas arrivées. Donc, c'est très, très important. Merci d'avoir pensé, Maryse, à le préciser. Il y a une question de M. Paradis. Si vous me permettez, Valérie, ça peut paraître un peu bête ce que je vais vous dire, là, mais c'est parce qu'on se le fait dire ou demander souvent. Les gens disent, vous faites un budget, mais vous ne savez même pas ce qui va arriver l'an prochain. Ben non, mais c'est ça un budget. Et oui, vous dites que ça va coûter X pour réparer le toit ou l'entretenir, puis on ne le sait pas encore. Ben oui, c'est ça un budget. Un budget, c'est combien on pense que ça va coûter dans la prochaine année. Et si jamais il y en a trop, on n'est pas obligé de le dépenser. Il y aura un surplus qui sera soit versé au fonds de prévoyance ou qui servira pour l'année d'après afin de réduire le montant du budget. Alors, c'est un peu malheureux que les gens critiquent en disant vous mettez un fonds d'imprévu, on n'a peut-être même pas besoin. Oui, mais on ne la jettera pas, l'argent, puis on ne la gaspillera pas. Alors, que les gens comprennent qu'un budget, on fait ça le mieux possible, on prévoit le mieux possible l'année d'après, mais on ne peut pas avoir des chiffres exacts. C'est un budget. Maître Papineau, pendant que vous parlez de ça, vous avez parlé un surplus potentiel qui arrive à la fin de l'année. On a été plus chanceux, on n'a pas eu à faire certaines choses. Vous dites on le transfère au fonds de prévoyance. C'est jamais clair pour les syndicats de copropriété. Qui peut décider de transférer un surplus dans le budget, dans le fonds de prévoyance? Ben, normalement, c'est le conseil, mais le conseil peut aussi demander à l'Assemblée, dire, écoutez, on a un surplus de 35 000 cette année, désirez-vous le verser au fonds de prévoyance ou vous désirez qu'on réduise le montant des contributions pour l'année prochaine? Mais c'est le conseil qui a ce pouvoir-là et vous l'élisez pour ça, pour prendre ces décisions-là. Parfait. Merci de la précision. Est-ce que le promoteur doit soumettre un budget prévisionnel lorsqu'il a le contrôle du syndicat? Philippe va même vous donner l'article. Oui. J'ai pas l'article comme ça en mémoire, mais j'ai mon code ouvert. Alors, effectivement, il doit le faire. C'est dans les obligations du promoteur. D'ailleurs, maintenant, avec les dispositions depuis 2020, il doit être beaucoup plus précis et conforme à la réalité. Alors, Philippe, moi, je suis comme toi, là, de la misère un petit peu à retenir les numéros d'articles. Mais peut-être que même si on n'a pas mes chers avocats, si on n'a pas le numéro d'article, c'est que le promoteur doit fonctionner avec un budget prévisionnel, même s'il est encore en contrôle du syndicat.
Oui, Exact. effectivement. On se rappelle que le promoteur doit convoquer l'Assemblée dans les 90 jours où il ne détient plus la majorité des voix. Puis à ce moment-là, effectivement, il y a un budget qui doit être présenté. Ce qu'on Parfait. appelle l'Assemblée de transition. Merci beaucoup. Question probablement pour Maryse. Jusqu'à quel point un budget doit être détaillé? Alors, peut-être revenir un petit peu sur la façon que tu expliquais tantôt de préparer ton budget, s'il te plaît, Maryse, pour expliquer cette question-là. Bien, c'est certain que certains syndicats listent vraiment toutes les dépenses une après l'autre, mais moi, je recommande puis je suggère toujours de regrouper certains titres. C'est certain qu'on pourrait faire juste 3 catégories. Ça, il y en a qui disent ça, on pourrait y aller dépenses d'opération, administration, mais moi, je pense que du côté d'une transparence, on veut quand même dire à nos copropriétaires quelles sont les dépenses. Fait que dans l'administration, souvent, on a l'assurance qui est un montant important. Fait qu'on y va par les montants importants. Puis, je regroupe souvent tout ce qui est entretien, là, parce que là, entretien du toit, il y a beaucoup de choses d'entretien. Fait qu'on peut vraiment regrouper de ce côté-là. C'est de transmettre une information transparente, mais pas trop détaillée parce que c'est trop lourd pour rien. Donc, vraiment d'y aller là, par des catégories qui sont importantes aussi par les montants. Mettre une dépense de 32 sur une ligne, c'est pas pertinent. Donc, on y va avec l'importance relative, puis l'importance aussi par rapport au poste de dépense. Je pense que c'est le meilleur conseil. Tout à fait. Et regrouper ça par thème. Bon, l'entretien, réparation générale, l'entretien, réparation, peut-être garage, fait qu'on a une porte, on a des choses. Faire un budget avec certains postes pour les plus petits syndicats, bien, ça peut aller jusqu'à, dans le budget d'opération, à une dizaine de comptes de télécom. Si vous avez une ligne pour votre panneau d'alarme, puis pour une ligne pour votre ascenseur, bien, mettre un poste de télécommunication. Fait que vous avez des choses comme ça. Mais effectivement, M. Paradis, ce que Maryse dit, c'est, dans le fond, c'est d'être capable de bien justifier le budget, puis de bien voir où est-ce qu'on ne l'a pas peut-être moins respecté parce qu'il y a eu des dépenses qu'on avait budgétées, comme a dit Maître Papineau, et qu'on a, malheureusement, on s'était trompé, ou il y a eu des dépassements ou des choses comme ça. Merci, Maryse. Comment évaluer, c'est peut-être une autre question pour toi, ça, Maryse. Comment évaluer l'augmentation annuelle des contrats, avec quel pourcentage? Qu'est-ce que tu suggères? Souvent, on dirait d'aller avec l'IPC, l'inflation, les taux d'inflation, sauf que on sait que dans les domaines de la construction et de tous ces contrats-là, ils ont souvent des clauses qui fait que ça augmente un peu plus, là. Donc, c'est certain que 3,5 minimum, c'est pas mal qu'est-ce qui est à prévoir minimalement là, quand on est dans des inflations basses. On a eu des années quand même un petit peu plus élevées, mais on ne peut pas y aller juste avec un 2 là, parce qu'on va être en dessous de toutes nos dépenses, là. Puis, si notre contrat est à renouveler en milieu d'année, Maryse, on peut contacter le fournisseur à l'avance. Il sait probablement, lui, que cette année, il mettait 4,7 ou 5,6. Les gens peuvent déjà peut-être contacter leur fournisseur pour poser cette question. Oui, évidemment. Parfait. Monsieur Labrie, pour les fonds d'auto-assurance, est-ce que l'on assure d'avoir le minimum requis ou on met aussi dans le fond de l'argent pour couvrir des incidents annuels? Ah ben là, bonne question. Maryse, es-tu capable de répondre à M. Labrie? Bien, je dirais toujours, ça dépend, là, ça dépend de la capacité du syndicat aussi, mais on sait qu'il faut couvrir à la plus basse des franchises, puis que si on a déjà comme un 25 ou un 50 000 qu'on doit contribuer, c'est difficile de dire je vais remettre un 25 000 de plus pour les choses annuelles. Mais c'est certain que moi, personnellement, qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on regarde à la date qu'on fait notre budget, combien j'ai de sinistres, est-ce qu'il y en a qui seront remboursés par un copropriétaire qui était fautif? Encore là, on n'est jamais certain parce qu'on le sait juste à la fin quand le dossier est terminé. Puis, même si on pense que le fautif, on l'a identifié,
on n'a pas toujours tout l'argent. Donc, c'est d'évaluer nos sinistres, puis essayer de voir un peu les montants. Mais étant donné qu'on met déjà un montant pour la franchise, pour atteindre le seuil de franchise, c'est difficile d'en mettre beaucoup plus. Oui, effectivement. Merci, Maryse. Ça m'amène, Maître Gagnon-Marin, on a un fonds d'auto-assurance, on a eu malheureusement un ou quelques sinistres. Comment on fait pour recotiser, recontribuer ce fonds-là? On remet tout au complet l'argent? Pouvez-vous nous ramener avec les règles de l'art? Oui, absolument. En fait, c'est prévu à l'article 1071.1 du Code civil, puis aussi dans le règlement établissant diverses mesures en matière d'assurance des copropriétés divises à l'article 2. Donc, l'article 1071.1 nous dit que le syndicat constitue un fonds d'auto-assurance liquide et disponible à court terme. Ce fonds est la propriété du syndicat, évidemment. Le fonds d'auto-assurance est affecté au paiement des franchises prévues par les assurances souscrites par le syndicat. Donc, on comprend que ce fonds-là a seulement une utilité, c'est de payer les franchises lorsqu'il y a des sinistres, puis que le syndicat doit payer sa franchise. Puis on sait que vu les nombres de sinistres qui sont assez élevés dans les immeubles, la franchise peut être assez haute, surtout dans les gros immeubles. Là. On parle souvent de 50, 100 000, même des fois c'est 250 000, donc ça reste assez élevé. D'où le paragraphe 3 qui nous dit qu'il est également affecté à la réparation du préjudice occasionné aux biens dans lesquels le syndicat a un intérêt assurable lorsque le fonds de prévoyance ou une indemnité d'assurance ne peuvent y pourvoir. Donc, c'est pas seulement pour payer les franchises, mais c'est aussi s'il y a des sinistres puis on ne fait pas appel à l'assurance, par exemple, parce que le montant des travaux est plus bas que la franchise ou qui est proche de ce montant-là puis qu'on ne veut pas faire monter notre prime, ben on peut aller chercher l'argent dans le fonds d'auto-assurance pour faire les réparations. Pardon. Au dernier paragraphe, on dit que le fonds d'auto-assurance est établi en fonction de ses franchises et d'un montant additionnel raisonnable pour pouvoir aux autres paiements auxquels il est affecté. Ce qui nous amène à l'article 2 du règlement, le fameux règlement, qui nous explique un petit peu comment le syndicat doit cotiser son fonds d'auto-assurance en fonction des sommes qui se trouvent. Donc, on nous dit que la contribution minimale des copropriétaires d'un immeuble détenu en copropriété diffuse au fonds d'auto-assurance constitue et, en vertu de l'article 1071.1, s'établit annuellement lors de la détermination des sommes à verser au fonds de prévoyance de la façon suivante. Donc, on comprend que c'est avec le budget. Premier scénario, on dit lorsque la capitalisation du fonds d'auto-assurance est inférieure ou égale à la moitié de la plus haute franchise prévue par les assurances souscrites par le syndicat, la contribution est égale à la moitié de cette franchise. Donc, je donne un exemple. Si votre franchise la plus haute, c'est 100 000, puis dans votre fonds d'auto-assurance, vous avez 25 000, bien, la contribution minimale, c'est 50 000, donc la moitié de la franchise. Donc là, vous allez avoir un fonds de 75 000, puis l'année prochaine, si on n'a pas touché aux sommes, ça va être le paragraphe 2 qui s'applique, qui nous dit lorsque la capitalisation de ce fonds est supérieure à la moitié de la plus haute franchise prévue par les assurances souscrites par le syndicat, la contribution est égale au montant résultant de la différence entre cette franchise et la capitalisation de ce fonds. Donc, dans mon exemple, si on est rendu à la prochaine année et qu'on a un 75 000 au fonds d'auto-assurance, ben, la contribution minimale, ça va être de 25 000 pour atteindre la plus haute franchise. Donc, on nous donne un petit peu 2 ans pour atteindre le montant de la plus haute franchise. Puis le paragraphe 3 nous dit simplement que si on a les sommes égales ou supérieures à la plus haute franchise, on n'a pas besoin de contribuer. Mais c'est pas parce que c'est pas obligatoire que c'est pas une mauvaise idée non plus. Là, on sait qu'il y a beaucoup de cynisme, que c'est toujours bien d'avoir les sommes nécessaires pour y faire face. Le deuxième paragraphe, là, après le sous-paragraphe 3, qui est quand même important, il nous dit pour l'application du premier alinéa, il n'est pas tenu compte de la franchise applicable aux dommages causés par un tremblement de terre ou par une inondation si ces protections sont prévues au contrat d'assurance. Puisqu'on parle de la plus haute franchise, on
on exclut là, les franchises pour les risques des tremblements de terre puis inondations, là, puisque ces franchises-là sont plus hautes généralement. Donc, on veut garder ça réaliste. Finalement, le dernier paragraphe nous dit « Lorsque la contribution minimale des copropriétaires au fonds d'auto-assurance établie en application des paragraphes 1 et 2 du premier alinéa a pour effet de porter la capitalisation de ce fonds à plus de 100 000, cette contribution peut être réduite de façon à ce que la capitalisation de ce fonds atteigne au moins 100 000. » Donc, c'est comme un peu pour donner une chance aux syndicats. C'est important, Madame Couture, je vous interromps comme d'habitude, pas juste parce que je suis impoli, mais ça donne bien. Ça donne bien. C'est le but de l'émission. Oui, on a beau lire ce règlement-là, puis dire qu'on le respecte, mais il y a une autre question, il y a la vraie vie. Il faut comprendre que le fonds d'auto-assurance sert à couvrir le montant de la franchise, c'est-à-dire le montant que l'assureur ne paiera pas. C'est important de comprendre que la franchise, ce n'est pas une fois par année. Si on a 10 sinistres, on aura 10 franchises. Alors, si la franchise est 5 000 et qu'on a 10 sinistres au-dessus de 5 000, bien 10 fois 5, ça veut dire qu'on va payer 50 000. Alors, si tu as uniquement 5 000 dans ton fonds d'auto-assurance, il va en manquer là. Et là, on va faire quoi? On va faire des contributions spéciales. Alors, oui, il y a des syndicats, puis on en connaît, des duplex, des triplex, où ils n'ont jamais eu de sinistre. C'est correct. On va respecter à la lettre, on va mettre le minimum prévu par la loi, mais j'avais un syndicat il y a quelques années à Longueuil, on était rendu au mois de mai, puis il était rendu à 30 sinistres. Bien, 30 fois le montant de la franchise ou à peu près, quand même que tu mets 100 000 dans un immeuble de 25 étages, tu vas pas loin avec ça, là. Puis, Maître Papineau, si c'est en bas de la franchise, il faut le payer pareil. Fait que si tu as 5 000 puis c'est toujours 4 250, bien là, il faut que tu sortes l'argent pareil. Ma question, Maître Gagnon-Marin nous a énuméré comment recombler le fonds d'auto-assurance et tout, mais il n'y a rien qui dit qu'un syndicat ne peut pas, comme vous avez donné un exemple, en avoir un peu plus dedans parce qu'il en a mis, en fin de compte, il a été remboursé, comme Marie disait tantôt, certains assureurs ont... bien, dans ce temps-là, on peut laisser ça là sans que ça soit des sommes importantes, mais ça peut aider, là. Effectivement. OK. Mais on a... je m'excuse. Vas-y. Mais quand le fonds d'assurance est plus haut que les franchises, si on a un syndicat qui voudrait retirer cet argent-là, je voulais juste savoir, Maître Papineau et Gagnon-Marin, est-ce qu'on peut la retirer? Parce que j'avais entendu dire qu'on ne pouvait pas. C'est un peu comme... Ben, là, les copropriétaires vont dire, nous, on a cotisé pour le fonds d'auto-assurance, on ne veut pas que ça serve à autre chose. Ah. Mais d'un autre côté, s'ils en ont besoin pour un mur qui est tombé, ils vont rembourser les copropriétaires en disant, j'en avais trop dans le fonds d'auto-assurance, mais là, je te cotise le même montant pour réparer le mur. Alors, au bout de la ligne, là, on fait juste changer l'argent de poche, mais c'est le même qui paye, là. Mais ce n'est pas interdit de reprendre l'argent qui dépasserait les montants puis de le mettre dans d'autres choses. Bien, c'est parce que ce qu'on va dire, c'est simple. On va dire, oui, parfait, on vous rembourse chacun 400 $, oui. Mais on a besoin de 500, donc on va garder le 400, mais vous nous redevez 100 en plus. Alors, au bout de la ligne, c'est juste la mathématique, là. Tout à fait. Marie, ça répond à ta question? Oui, merci. Dit-on avis de cotisation ou avis de contribution? Maître Papineau a dit qu'on disait contribution. Quand on avise des copropriétaires des charges à payer, c'est en fait, c'est un avis de contribution aux charges communes ou un avis de cotisation. Mais le terme, cher auditeur, est très bien pour les deux, là, à moins que je fasse fausse route, là, mais tant que c'est fait et bien fait, l'avis de cotisation, c'est parfait. Comment travailler sur le budget avec des copropriétaires qui ne comprennent pas l'intérêt de prévoir à long terme pour les petits syndicats? On vous comprend, je ne sais pas si c'est monsieur ou madame, on vous comprend très bien, c'est difficile de faire changer les mentalités, mais Maître Papineau,
quand on parle de ne pas voir l'intérêt de prévoir à long terme, j'imagine qu'on parle du fonds de prévoyance qui est tellement relié dans les plus petits syndicats. Et Maryse aussi, Maître Gagnon-Marin, qu'est-ce qu'on dit à nos gens pour les convaincre? Bien, on peut leur dire deux choses, puis je vais laisser les deux autres peut-être ajouter. Premièrement, il faut comprendre que maintenant, les acheteurs regardent combien il y a d'argent dans le fonds de prévoyance, ce qui ne se faisait pas il y a 20 ans, puis il y a même 10 ans. Et si vous avez zéro dans le fonds de prévoyance, le prix de vente ne sera pas le même. Et qu'est-ce qu'on fait? Ben, vous savez, le fonds de prévoyance, c'est pour s'assurer qu'on va avoir l'argent disponible au moment requis. Alors, on a le choix, on contribue un petit peu chaque année, chaque mois et tout ça, et on n'a pas de contribution spéciale qui nous tombe sur la tête à un moment donné, ou on aura une contribution spéciale. Puis moi, quand j'entends les gens dire, bien écoutez, on n'a pas d'argent pour payer plus de frais de condo que ça par mois, bien ça veut dire que quand il va arriver une contribution spéciale, ils ne l'auront pas plus. Alors, ce n'est pas une raison de dire on n'a pas d'argent pour la payer, là. Il faut contribuer pour éviter des surprises. Peut-on seulement indiquer au procès-verbal la décision d'adopter le budget? Faut-il absolument produire une résolution? Madame Nicole. Ouais, oui, parce que on parle de deux organes différents. L'Assemblée de copropriétaires est consultée et le conseil d'administration adopte. Donc, il faut un procès-verbal de l'Assemblée des copropriétaires qui dit qu'il y a consultation et un procès-verbal de la réunion du conseil d'administration qui dit qu'il y a eu adoption. C'est important la nuance ici parce que le conseil, comme a dit M. Papineau tantôt, peut ne pas être le même au début puis à la fin de l'Assemblée. Puis normalement, on élit les administrateurs à la fin de l'Assemblée. Donc la consultation se fait avant l'élection des nouveaux administrateurs. Il faut qu'il y ait le temps de jaser entre eux autres aussi après. C'est ça, exact. Merci. On dit il ne faut pas négliger que les frais de condo sont à payer de façon mensuelle et les dépenses ne sont pas toujours linéaires. Absolument. C'est pour ça que tantôt Marie spécifiait d'avoir un fonds de roulement ou un cash flow. Ça vous permet justement de pouvoir attendre les sous. Un fonds de roulement et d'imprévu permet de garder des montants de contribution plus stables. Oui, parce qu'on est capable de plus prévoir les sorties de fonds parce qu'on n'a pas à attendre les rentrées de fonds nécessairement. Donc, ça peut dépendre cependant. Si on a des travaux majeurs sur la façade de plus de 1 million, comment faire pour partager les coûts sur 39 condos? Est-ce qu'on peut avoir un financement? Alors, je laisse la réponse à un de mes 3 panélistes. Alors, comment on fait? Ben, c'est toujours la même chose. En matière de copropriété, tout se paye en fonction de la quote-part. Philippe l'a dit tantôt, tout se paye en fonction du pourcentage que vous détenez dans la copropriété. Est-ce qu'on peut avoir un financement? Oui, ça dépend des syndicats, mais il n'y a pas beaucoup de banques qui le font. Alors, c'est de trouver l'institution prêteuse et oui, ça peut arriver. Parfait. Si l'avis de cotisation à une AGA n'est pas accompagné du budget prévisionnel, notre CA refuse d'en faire un, que doit-on faire si le CA est malgré réélu? Ben, on a un petit problème parce que les fameuses 5 étapes qu'on a mentionnées tout à l'heure ne seront pas suivies. Donc, c'est un peu difficile pour un CA d'aller consulter l'Assemblée sans avoir de budget prévisionnel. Donc, je pense que la solution simple, ça serait de ne pas réélire ces administrateurs-là. Mais sinon, il y a des recours qui existent là, dans le Code civil pour... Mais il y a aussi, Philippe, de l'autre côté, le copropriétaire pourrait refuser de payer et le syndicat ne pourrait pas engager de procédure parce que lui n'a pas adopté les contributions spéciales conformément à la loi. Alors, si tout le monde se met à dire non, moi je ne paye pas tant que tu ne le fais pas correctement, il va arriver un certain problème dans l'administration.
Maître Papineau, c'est aussi bon pour contribution spéciale ou régulière, le budget. Là, Effectivement. Il faut que les gens soient informés de la bonne façon. À moins qu'on ait un bon gestionnaire qui décide de payer pour les copropriétaires, il n'y aura pas d'argent, donc le conseil va être obligé d'agir conformément à la loi. Là. Mais nos collègues, tous nos collègues qu'on connaît, Maryse et moi, ne sont pas fins de même. Un CA qui refuse de suivre les recommandations faites par une firme d'évaluateurs pour le fonds de prévoyance, jugeant excessive, est-ce légal? Ben, écoutez, là-dessus, je laisse quelqu'un répondre, là, mais la loi commence à être assez claire. Ben, c'est ça, on n'a pas vraiment abordé le fonds de prévoyance là encore, mais je ne sais pas combien de temps il nous reste non plus. Là. Là, on a déjà dépassé, mais tu peux y aller, Philippe. C'est c'est un bon point parce que je l'avais oublié. Ah, OK, parfait. Ben, je pense que c'est juste nos discussions qui sont trop animées. Oui. Mais bref, je vais faire ça vite. Là. Le Code civil à l'article 1071 prévoit vraiment qu'on doit mettre en place le fonds de prévoyance en fonction du coût estimatif des réparations majeures puis du remplacement des parties communes. Donc, le fonds de prévoyance est vraiment juste affecté à cette fin-là. L'article 1072 qu'on a vu tantôt, le 3e alinéa, nous dit que la contribution au fonds de prévoyance est d'au moins 5 %. Donc, pour l'instant, le minimum prévu par la loi, c'est 5 %. Par contre, il y a une portion de l'article 1071 qui n'est pas encore en vigueur du Code civil qui nous dit que le Conseil devra obtenir l'étude du fonds de prévoyance et établir les contributions au fonds de prévoyance en fonction de cette étude-là, qui devrait être révisée à tous les 5 ans. Donc, oui, mais quand est-ce que ça va arriver, cette finalité-là? Mais gagnons! On ne le sait pas, malheureusement, mais... Moi, j'ai eu des discussions, là, et ça devrait s'en venir avant l'été. Si vous me permettez, Valérie, puis je ne sais pas que je vais avoir le mot de la fin, on laissera ça à Mme Goulet. Moi, j'ai beaucoup de difficultés à comprendre le raisonnement des gens dans cette question-là. On a engagé un expert, on lui a demandé son opinion, et là, on dit ça n'a pas d'allure. Est-ce que c'est parce qu'on a engagé un incompétent ou c'est parce que, je ne sais pas. Moi, si tu payes un expert... On a peur de ce qu'il a dit, ça, c'est plus ça, maintenant. Pourquoi tu l'as engagé s'il n'est pas bon? Pourquoi tu as dépensé cet argent-là? Puis, moi, je rajouterais, on est qui pour juger de l'incompétence de ce professionnel-là? Et voilà. OK. Donnez-vous encore 2-3 minutes pour répondre à d'autres questions, mes invités, si vous avez 2-3 minutes. Ça sera en temps supplémentaire, il n'y a pas de problème. Absolument. Maître Gagnon et Maryse, ça va? Pas de problème. Pouvez-vous expliquer l'article 1791 du Code civil du Québec? Pendant qu'on regarde l'article, je passe à une autre question. Faut-il donner les frais communs avant la GA? On a dit que non, parce qu'il est présenté. Je me permets de répondre. Donc, Gabriel, si tu peux me faire bouger les autres questions, s'il te plaît. Quel pourcentage devrions-nous mettre dans le fonds de prévoyance? Donc, Maryse, est-ce que tu veux répondre à cette question? Maître Papineau, Maître Gagnon-Marin, quel pourcentage on devrait mettre dans le fonds de prévoyance? On va le répéter. Et moi, je dis vraiment, il faut avoir notre étude de fonds de prévoyance et ce n'est pas un pourcentage, c'est vraiment selon l'étude et les besoins du syndicat. Puis encore là, quand les gens, les conseils d'administration trouvent que c'est des montants trop élevés, ben c'est les experts qui ont émis les chiffres. On ne peut pas venir modifier ces chiffres-là parce qu'on trouve que c'est trop élevé. Il faut se fier à ces experts-là. Mais Maryse, avec ton expertise, là, ça fait 30 ans que tu fais ça. Tu as vu l'évolution des budgets de fonds de prévoyance. Est-ce que c'est arrivé souvent que tu avais des syndicats qui avaient de l'argent tellement mis dans le fonds qu'ils ne savent plus quoi en faire parce qu'ils ont trop cotisé? C'est-tu arrivé? Non, c'est un beau commentaire, ça, mais non, ça n'arrive pas. Hein. On sait que 5 %, c'est sûr que ça ne peut pas arriver. C'est un montant qui était... en tout cas, c'est un peu ridicule, 5 %. C'est sûr qu'il va t'en manquer. Mais trop en mettre, non, c'est encore jamais arrivé. Exact. Et tu seras d'accord avec moi, c'est que les gens
depuis plusieurs années qui n'ont pas alimenté leur fonds de prévoyance, il y a des gens qui ont usé les parties communes puis qui n'ont pas cotisé. Alors, ça fait qu'on a des rattrapages à faire. Et tu connais bien ça, Marie, tu peux peut-être nous parler un petit peu, juste 2 secondes, sur les contributions sont élevées parce qu'on a des montants à rattraper des années antérieures. Oui, c'est certain que si le syndicat a un certain âge puis qu'il n'a jamais cotisé à la hauteur qu'il aurait dû cotiser, bien c'est sûr que les copropriétaires du temps ont on pourrait dire, ont tout usé ce qu'il y avait à user. Puis là, on arrive qu'il faut payer, puis il faut refaire des ascenseurs, refaire un toit. C'est vraiment très dispendieux. Donc, c'est les copropriétaires qui arrivent, qui doivent payer tout ça, alors qu'on devrait cotiser dans le fonds de prévoyance aujourd'hui pour le dépenser dans 25 ans. Tandis que là, ils cotisent tout de suite pour le faire tout de suite et ils payent pour ceux qui sont passés avant. Maryse, est-ce qu'on a répondu à la question de la personne qui a envoyé, Luc, qui a envoyé sa question sur un fonds de prévoyance sous-alimenté? C'est-à-dire que qu'est-ce qu'un conseil d'administration fait devant une situation où le fonds de prévoyance est dégarni, puis qu'on aurait des contributions à faire de 300 000 et des réparations à faire? À part du dialecte des cotisations spéciales, je peux pas voir vraiment. Ils n'ont pas le choix parce que le conseil d'administration doit s'assurer de la conservation de l'immeuble. On peut pas dire qu'on va avoir un ascenseur sur 2 parce qu'on n'a pas l'argent pour changer. Puis des ascenseurs, c'est dans les 100 000. Donc, c'est sûr que ça en prend de l'argent dans un syndicat. Donc, si tu es sous-financé, malheureusement. Tu as du rattrapage. Oui, tu as du rattrapage. Puis les gens qui vont vouloir vendre, comme Maître Papineau l'a dit tantôt, les gens qui vont vouloir vendre dans l'immeuble, la valeur de leur condo avec un fonds de prévoyance à sec, avec des réparations comme ça à faire, bien, ça va valoir beaucoup moins, là. On parle pas juste de 10, 15, 20 000, là. Souvent, ça va plus que ça. Ça va se négocier. Ça va Oui. se négocier, tout à fait. Oui. Parfait, merci Maryse. Madame Valérie Couture, votre article 791. Oui. Alors, ce que ça dit, c'est une nouvelle disposition qui date de 2020. C'est que le budget prévisionnel, quand vous allez voir un promoteur qui veut vous vendre un appartement, le promoteur doit avoir le budget prévisionnel qui est établi sur une base annuelle. Alors, il doit calculer toutes les dépenses sur une période de 12 mois. On dit d'occupation complète. Pourquoi? Parce que je vous donne un exemple. On ne peut pas dire, bon, mais on va en avoir vendu 20 au bout d'un mois, 40 au bout de 3 mois, 80 au bout de 10 mois. Donc, les déchets vont coûter moins cher. Non, on doit calculer les déchets sur une base annuelle comme si c'était occupé au complet. Et dans le cas d'une copropriété divise, bien, ça doit débuter le jour de la déclaration de copropriété est inscrite ou publiée. La date, c'est où la journée qui est indiquée sur la déclaration de copropriété ou une journée ou 2 après. Alors, tout ça pour empêcher que le promoteur dise que les frais, parce que lui est obligé de payer les frais à compter de la publication de la déclaration. Il ne peut pas dire « je vais payer juste quand ils sont vendus ». Donc, les frais de condo, budget provisionnel, payable à compter du jour 1 sur une base annuelle et complète. On nous dit, deuxième alinéa, quels sont les montants que compose le budget. Et troisième alinéa, on dit que si jamais le promoteur s'est trompé et que le montant est inférieur à plus de 10 des sommes engagées, bien là, il va pouvoir être tenu responsable de la différence. Alors, j'espère que ça répond à la question. Merci, Maître Papineau. Je finirai la soirée là-dessus, puis qui voudra bien répondre, prendre cette question-là, c'est justement qu'est-ce qui arrive, le syndicat, qu'est-ce qui arrive si les administrateurs ne respectent pas les sommes à mettre au fonds de prévoyance légalement? Qu'est-ce qui peut leur arriver? Je peux y aller. Oui. C'est sûr que les administrateurs ont des devoirs, c'est de respecter la loi, la déclaration de copropriété, puis tout ça.
Donc, c'est sûr qu'un administrateur qui décide de ne pas cotiser les sommes suffisantes, puis que dans l'avenir, on se rend compte qu'il y a des problèmes, puis qu'on doit payer des sommes qui devraient être là, mais qui ne sont pas là, puis qu'ils ne sont pas là à cause de la négligence d'un administrateur, ben, il pourrait être tenu responsable puis faire l'objet de poursuites. Donc, c'est important d'être bien au courant des obligations, puis évidemment de les respecter. Maître Gagnon-Marin, tantôt, on a vu notre monsieur qui disait qu'il y a de la misère à je pense, c'était faire participer ces gens aux charges communes, dont incluant la charge, surtout les grands travaux, fonds de prévoyance. C'est que, dans le fond, cet administrateur-là a raison, même si tout le monde est contre lui, parce qu'il ne pourrait pas être poursuivi parce qu'il a essayé de passer un budget qui probablement faisait du sens. C'est ça, qui correspond à ses obligations. Puis en faisant le budget comme tel, il se protège lui-même contre un éventuel recours. Parce que là, peut-être que les copropriétaires sont contents de ne pas payer cher, mais tu sais, si dans 2 ans, il y a un mur qui tombe et qu'il faut investir des sommes importantes, mais là, les gens ne seront pas contents de devoir payer autant, alors qu'il devrait y avoir des sommes qui ont été cotisées au fil des années, mais qui ne l'ont pas été parce que l'administrateur a décidé de ne pas le faire. C'est là qu'il pourrait engager sa responsabilité. Bien, merci beaucoup. Ce sera notre mot de la fin. Merci à mes partenaires ce soir, Maître Gagnon-Marin, Maître Papineau, Maryse Goulet de Sentinelle. Merci à vous d'avoir été là. On va avoir cette web radio en rediffusion. On vous invite à la partager. Merci à notre commanditaire de la soirée, Hydro Solutions, pour les chauffe-eau, les remplacements, climatisation et détection d'eau. Et merci au RGCQ pour son partenariat avec l'ANSNI. Nous vous offrons aussi de regarder sur les formations qui sont offertes par le RGCQ, l'assurance condo. Il y a plein de formations disponibles et de webinaires qui sont aussi disponibles. Donc, je vous l'ai dit que nos web radios, vous pouvez aller les retrouver en rediffusion et les partager avec vos gens. Servez-vous-en pour aider à passer vos budgets, présenter en assemblée, etc. On a des experts comme Maître Gagnon-Marin, Maître Papineau et Maryse qui ont émis des commentaires et des recommandations très intéressantes. Donc, notre prochaine web radio, c'est la gestion quotidienne des petites copropriétés. Nos invités sont pas mal décidés, mais il me reste des petites confirmations à valider. Mais on va discuter de toutes sortes de situations que vivent les petites copropriétés. Donc, merci beaucoup. Merci à vous tous. Maître Papineau, l'ANSNI, Maître Gagnon-Marin, Maryse et Gabriel. Bonne fin de soirée. Merci, bonne fin de soirée à tous. Bonsoir.